Je suis d'origine haïtienne par ma mère, française par mon père. Je suis née aux États-Unis, j'ai fait mes premiers pas en Haïti. Et vous savez, la situation en Haïti est ce qu'elle est. Elle était déjà ce qu'elle était il y a plus de 37 ans. Donc mes parents ont décidé de rentrer en France pour eux-mêmes reprendre leurs études et puis envisager un avenir meilleur pour mon frère et moi. On a du coup grandi en France, en région parisienne. J'ai fait des études, j'ai fait une école de commerce après mon bac. Ça a été des choix très compliqués pour moi d'orientation parce que, comme beaucoup d'entre nous, je pense, je n'avais pas forcément une passion pour quelque chose. Je savais juste que je voulais avoir de l'impact dans ma vie, mais je n'avais pas forcément un goût pour effectivement la technologie ou un sujet en fait qui me passionnait à l'époque. Donc j'ai opté pour des études en commerce international, qui m'ont permis en fait de voyager. Et ça, c'était une vraie passion pour le coup, de voyager, mais c'est une passion qui coûte cher. Mais encore une fois, j'ai eu le privilège et la chance d'avoir des parents qui, à ce moment-là, avaient pu avoir une certaine stabilité financière et qui m'ont accompagnée dans mon parcours. Donc, tout au long de mes études et après, j'ai pu vivre dans différents pays. Je suis partie en Allemagne pendant 6 mois. J'ai vécu 1 an après à Londres où j'ai pu faire une licence aussi en business. Je suis partie en Inde 6 mois pour faire mon stage de fin d'études. Et suite à mes études, je voulais apprendre l'espagnol. Donc, je suis partie en Espagne où j'ai travaillé pendant 1 an dans une entreprise qui s'appelle Accenture. C'est un gros cabinet de conseil. Ce qui m'a permis après de partir sur un gros laboratoire pharmaceutique qui s'appelle Sanofi au Mexique, où j'ai d'abord commencé au siège à Paris et je suis partie travailler là-bas 2 ans au Mexique. Donc j'ai pu, voilà, de mes 19 ans à mes 25 ans, passer en fait la majorité de mon temps à l'extérieur, où du coup j'ai pu développer des compétences, on va dire business, puisque je travaillais souvent dans des grandes entreprises. Mais c'est surtout en fait, le goût du voyage qui m'a permis en fait, de comprendre ce qui se passait, sentir un petit peu, de développer une intuition par rapport à ce qui se passe dans ce monde et les grands enjeux qui finalement sont souvent assez universels. Je suis revenue ensuite en France à l'âge de 25 ans où j'ai décidé de reprendre des études. Donc j'ai fait des études en sciences politiques parce que mon intuition me disait que Joanne, tu n'es pas à ta place. Ça veut dire que, ok, le business, tu sais bien faire, mais est-ce que tu as envie de travailler pour des gros laboratoires pharmaceutiques ou des gros cabinets de conseil? Ta mission de vie, c'est pas celle-là. Et du coup, de revenir sur les sciences politiques, c'était aussi pareil, de re-questionner finalement ce qui m'intéressait vraiment. Et en fait, pour moi, ça a toujours été un moteur dans ma vie, c'est l'éducation. Et l'éducation, il y a plein de manières d'adresser ce problème de l'éducation. Ça peut être pour la petite enfance, ça peut être pour les jeunes, voilà. Mais du coup, j'ai décidé de me lancer dans l'éducation. Et au début, je n'étais pas du tout vouée à être entrepreneur. Je dis souvent que c'est l'entrepreneuriat qui est venu à moi. Désolée, Madame Alida, je sais que vous avez dit tout à l'heure qu'on doit choisir d'être entrepreneur. Mais c'est vrai que moi, sur mon chemin entrepreneurial, je ne m'étais jamais imaginé devenir entrepreneur un jour. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler. Et donc, c'est vrai que j'avais des facilités pour travailler en entreprise et j'ai jamais eu de difficulté à pouvoir m'insérer dans le monde du travail. Par contre, je ne me suis jamais imaginé devenir entrepreneur plus tard. Et c'est vraiment par la force des choses, parce que finalement, je finis ce master, je suis à Paris. J'ai plusieurs voies, c'est-à-dire revenir dans le business, on va dire, classique, ou m'engager dans ce qu'on appelle, voilà, ou des ONG ou l'humanitaire, mais que je ne sentais pas aussi intéressant pour moi. Et il y a une nouvelle voie qui est en train de se créer, qui s'appelle l'entrepreneuriat social à cette époque. C'est vraiment par le fil des choses. Une amie à moi me dit, écoute Joanne, j'ai monté mon association, mais voilà, et elle fait un super projet, mais là elle a du mal à aller chercher des financements. Donc je pense qu'on en parlait tout à l'heure sur le panel. Et pour moi, c'était quelque chose de facile en fait, chercher du financement. Bah, ça, c'est mes compétences business, c'est ce que j'ai toujours fait. Et je lui dis, écoute, elle s'appelait Yann, je lui dis, Yann, bah, écoute, moi là j'ai un peu de temps, je suis en train de finir mon mémoire, si tu veux, je t'accompagne pour aller chercher des financements pour ton association. Et en 2 mois, du coup, je rédige des rapports, je vais voir certains financeurs, et on arrive à lever 30 000 €. Pour elle, c'était la première fois. Dans son association, elle avait toujours des petits budgets de 2 000, 3 000 €. Et c'est la première fois qu'elle arrivait à avoir des gros montants.
Mais finalement, pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas... j'avais pas eu l'impression de faire de la magie. C'était quelque chose d'assez facile, en fait. C'est de la méthodologie, comme on disait tout à l'heure, c'est de l'information. C'est finalement appliquer certaines règles pour pouvoir vendre un projet. Et elle me dit, écoute, Joanne, moi je connais plein de gens autour de moi qui ont des super projets, mais en fait, ils ne savent pas aller chercher de l'argent. Donc petit à petit, c'est vrai qu'elle me connecte avec d'autres personnes où je les aide de manière individuelle, effectivement, donc un peu comme consultante. Et puis moi, je prenais un pourcentage après sur ce que j'allais chercher. Mais très vite, je me suis dit qu'en fait, ce n'était pas intéressant de travailler de manière individuelle. Et je me disais, mais s'il y a autant de personnes qui ont besoin, pourquoi je ne montrerais pas une école pour apprendre du coup à tous ces acteurs du changement, ces associations, ces entrepreneurs sociaux. En fait, c'est des méthodologies, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être... Je ne suis pas plus intelligente que les autres. Donc c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale où j'ai monté l'école qui s'appelle les Alchimistes. Donc c'était en 2016 à Paris. Et c'était une école qui avait pour but de transmettre des compétences business à ceux qui en avaient le plus besoin, mais qui en avaient peut-être le moins. Donc à des gens qui ont envie de changer les choses, mais qui n'ont pas forcément fait une école de commerce, qui n'ont pas forcément les skills business. Donc je m'étais entourée de savants fous, parce qu'on était autour de l'univers des alchimistes, d'amis à moi qui travaillaient dans les médias pour travailler sur justement travailler sa stratégie de relations presse, des amis qui vont travailler vraiment le côté commercial, comment on fixe un prix, comment on définit une offre commerciale. Moi, sur la partie vraiment recherche de financement, des managers qui vont parler du management. Et donc, c'est comme ça qu'on a monté les Alchimistes, qui a été une très belle aventure. Et pour vous dire, encore une fois, j'étais privilégiée parce que j'ai pu revenir habiter chez mes parents, parce qu'à l'époque, je n'avais pas beaucoup d'argent. J'ai repris un travail à côté qui me permettait en fait de financer cette activité. Et mon père m'a fait un premier don de 1 000 €, donc 600 000 francs, pour démarrer mes activités. Ma mère, elle, avait un local, donc j'ai pris le sous-sol pour démarrer les premières formations. Mais à l'époque, je ne me définissais pas encore comme entrepreneur. Donc c'était en 2016, c'était en 2013, il y a plus de 11 ans. Et finalement, par la force des choses, en 3 ans, les Alchimistes est passé du coup du premier capital que mon père m'avait donné de 1 000 € à 300 000 € de chiffre d'affaires. Parce que forcément, les conseils que je donnais aux entrepreneurs, je me l'appliquais aussi par moi-même. Et donc, c'est vraiment par la force des choses qu'on a développé du coup des formations, qu'on a pu monter un petit peu partout en France. On a pu aller chercher des subventions. On a monté beaucoup de projets, dont un gros bus qui sillonnait en fait des villes de la région parisienne. C'était ce qu'on appelait un bus Fab Lab, qui apportait en fait des compétences business aux entrepreneurs. En 2016-2017, mon mari, qui est béninois, lui avait fait l'école Epitech, une école de technologie, et lui, c'était vraiment sa passion et sa vision depuis plus de 15 ans. Et il m'avait dit déjà dès le début de notre relation, Joanne, moi, mon projet de vie, c'est de revenir au Bénin, et c'est de monter l'école Epitech. Et du coup, à ce moment-là, en 2016, il décide de démissionner d'Epitech où il travaillait pour aller installer Epitech en France. Donc, pareil, il travaillait aussi, il faisait du freelancing dans la technologie. Et moi, je lui ai dit, écoute, je vais t'aider au moins à faire ton business plan, parce que pareil, c'est ce que je sais bien faire, voilà, les compétences. Donc, je l'ai aidé un peu sur son business plan, mais à la base, je n'étais pas du tout impliquée dans son projet. C'était vraiment son projet. Et son projet de retour, il allait faire les allers-retours. Moi, j'étais toujours avec les alchimistes. Finalement, les choses se sont un peu précipitées. Il a eu une belle mission pour revenir travailler ici, notamment dans la cybersécurité, qui était aussi son domaine de passion. Et donc moi, j'ai eu à faire un choix de vie qui n'est pas forcément pour les féministes que nous sommes. C'est est-ce que je suis... il n'était pas à l'époque mon mari. Est-ce que je suis l'homme que j'aime, ou est-ce que je continue mon parcours d'entrepreneur qui avançait très bien. Je n'ai pas réfléchi très longtemps. Étant féministe, je suis aussi très attachée à des valeurs, et je pense que des business, on peut en monter beaucoup. Des hommes, on ne va pas en rencontrer tous les jours. Donc j'ai décidé de suivre mon cœur. Et du coup, voilà, j'ai annoncé à mes salariés que j'allais partir au Bénin, donc habiter au Bénin, et que j'allais voir pour leur laisser la suite. Donc il y a 2 directeurs qui ont été sélectionnés, une femme et un homme, qui ont pris la suite du coup des alchimistes, qui étaient à l'époque très florissantes. Je suis, moi, venue m'installer au Bénin, donc j'ai, on va dire, pris du recul par rapport à ma première entreprise, qui malheureusement, 1 an plus tard, a fermé. Ils ont dû partir au tribunal de commerce pour 50 000 € de dette.
Donc on est passé d'un chiffre d'affaires de 300 000 euros à, en l'espace d'1 an et demi, une dette de 50 000 euros. Voilà. Donc beaucoup de raisons derrière, mais je pense toujours que la force d'un fondateur, d'une fondatrice, c'est la passion qu'on met derrière. Et c'est des fois certaines compétences, mais après c'est aussi des erreurs pour moi peut-être de casting, de n'avoir pas su insuffler ou détecter en fait les personnes qui allaient porter derrière le flambeau. Et ça veut dire se dire comment on gère un business, c'est toujours, voilà, on n'est pas là juste pour payer des salaires et dépenser l'argent. On est là vraiment pour le faire fleurir. Et c'est pas parce que du coup il y a un bon capital de départ qu'il faut le gaspiller. Mais du coup, voilà, donc tout ça s'est passé dans l'intervalle où moi je suis arrivée au Bénin. Et à l'époque, donc mon mari se lance dans sa mission de cybersécurité pour le pays. Et c'est vrai qu'il n'a pas forcément de temps à dédier pour monter son projet de vie, qui est d'installer du coup Epitech. Epitech est une grande université française dans la technologie, ici au Bénin. Et donc je lui dis, écoute, moi là j'ai du temps, j'étais enceinte à l'époque, je peux t'aider à continuer. Donc par rapport au business plan, tous les investisseurs qu'on avait rencontrés effectivement avaient décliné. Parce que pour eux, ça n'allait pas prendre, ils ne voyaient pas comment une grande école pouvait s'installer au Bénin, qui allait payer. Donc tous les investisseurs étaient très frileux, donc on avait rencontré en France, en Côte d'Ivoire, au Bénin, et on avait des refus. Donc je me suis décidée, moi, à reprendre le dossier. Parce qu'effectivement, il nous fallait un gros capital de départ, parce que ce n'était pas seulement recruter du monde et les locaux, mais c'était aussi payer une franchise à Epitech pour faire venir la marque ici. Et donc qui représentait un coût quand même assez élevé. On ne pouvait pas nous-mêmes avancer cet argent, la banque ne voulait pas suivre. Donc j'ai repris le dossier de A à Z et donc je me suis remis au travail, bien sûr, avec lui, sur le business plan et sur le financement. Donc je pense que Madame la DAC tout à l'heure parlait de Love Money et c'est exactement ce qu'on a fait. C'est-à-dire que les investisseurs n'étaient pas du tout intéressés. Malgré qu'on ait pu mettre beaucoup d'argumentaires, on avait fait un rapport, ce qu'on appelle la due diligence, pour les levées de fonds de 50 pages, par un cabinet d'une amie à moi en France, pour vraiment montrer l'intérêt et la pertinence. Et malgré cela, personne n'était prêt à investir. Donc on a fait appel à des gens qui étaient engagés sur le sujet de l'éducation. Donc des personnes ici au Bénin et en France. Ça a duré plus de 1 an et demi pour aller détecter et faire le tour. Donc je peux vous dire 1 an et demi, donc c'est le temps de ma grossesse et l'après. Parce que la veille encore de mon accouchement, on rencontrait des investisseurs et qu'on a dû essayer de convaincre. Donc voilà, donc à force de cet accompagnement, on a eu aussi l'aide de Semecity qui venait de s'installer et qui eux aussi repéraient en fait les écoles qui allaient s'installer. Donc eux nous ont proposé déjà un premier accompagnement, c'est de démarrer l'école dans leurs espaces. Donc ce qui était quand même déjà très intéressant. Ils nous ont donné un petit montant aussi pour nous aider à nous installer, ce qui a permis de payer une petite partie de la franchise. Donc nous voilà embarqués 2 ans après, donc en 2018. On est fin prêt, on a pu acheter la franchise, signer les papiers, signer un contrat avec Semecity et se lancer dans l'aventure Epitech. 5 ans plus tard, parce que ça fait 5 ans qu'on a ouvert Epitech, donc je suis toujours à la tête d'Epitech, donc moi qui voulais juste lancer et aider le projet à se lancer, finalement c'est devenu mon projet de vie. Je dors, je pense, Epitech c'est ma vie, parce qu'aujourd'hui c'est l'éducation aux nouvelles technologies pour cette nouvelle génération. Et je reste convaincue que s'il y a des choses qu'on peut faire depuis l'Afrique aujourd'hui, là on peut devancer même beaucoup de pays et rattraper notre retard, c'est sur les nouvelles technologies. Parce que pour les nouvelles technologies, même si nous à Epitech on a eu besoin d'un capital parce que c'était une question de marque, pour se lancer aujourd'hui dans le digital, on n'a pas besoin de beaucoup de capital. Et ça c'est quelque chose qui change les règles du jeu, et pas seulement de l'entrepreneuriat, mais juste sur le marché aussi des compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui au Bénin, on a un marché, moi je l'appelle le marché des cerveaux. On est un pays où on a des cerveaux en quantité illimitée. Pour vous dire, j'ai beaucoup voyagé et j'ai rarement vu de pays qui avaient autant de cerveaux au kilomètre carré. Et donc quand on parle de l'éducation, pour moi, investir ici au Bénin dans les cerveaux,
Ça a tellement de sens parce qu'en fait, c'est une évidence. Les Béninois, il y a de l'intelligence partout. Et donc, si on arrive à investir sur ces cerveaux et à donner les bonnes compétences, demain, le Bénin ne sera plus le petit pays qu'il était déjà il y a quelques années, qu'il n'est plus tellement aujourd'hui, mais ça deviendra un très grand pays. Parce qu'en fait, la force des compétences et des cerveaux au Bénin pourra nous faire devenir une très grande nation. Et mon parti pris, c'est qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies, ce n'est pas juste un must-have, ce n'est pas juste quelque chose qui fait beau ou qui fait gadget. C'est un nice-to-have, c'est vraiment quelque chose qu'on doit avoir. Et qu'il faudrait même démarrer depuis les plus petites générations, depuis les plus petits. Parce que aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, ça a brisé tellement de barrières, que ce soit géographique, mais aussi de la connaissance, que ça nous permet en fait d'aller sur un autre niveau aujourd'hui, en termes business aussi, économique. Donc, assez parlé de moi sur mon parcours. Ce que je voulais vous dire, c'est que même si moi, je travaille aujourd'hui sur les nouvelles technologies et comment inspirer cette nouvelle génération, ce que je retiens quand je parle d'entrepreneuriat digital, c'est que moi, à la base, je n'ai pas fait une école d'informatique. Je ne suis pas quelqu'un qui a des compétences en numérique. D'ailleurs, je vais demander, moi, à mes étudiants de m'expliquer des choses. Mais aujourd'hui, entreprendre dans le digital, ce n'est pas forcément avoir les compétences, on va dire, en programmation. Il y a deux manières d'entreprendre dans le digital. On peut entreprendre, effectivement, dans le digital, c'est-à-dire monter, par exemple, une start-up dans la technologie. Okay, donc, c'est-à-dire qu'un produit technologique qu'on va pouvoir déployer, ça peut être une application comme GoMédical pour prendre des rendez-vous avec les médecins, ou KKP que vous connaissez bien, ou FEDAP. Donc ça, c'est une start-up technologie. Donc là, on entreprend dans la technologie. Mais on peut surtout entreprendre à l'aide des nouvelles technologies. Entreprendre à l'aide des nouvelles technologies, je pense qu'on a deux compatriotes qui sont des beaux exemples de matière. On a Maureen Haïté avec la marque Nanawax, qui à l'époque, Nanawax, comment ça s'est développé? C'est par Facebook. C'est une première page Facebook que moi-même je suivais, je pense, en 2015, et qui s'appelait « J'aime le pagne de chez moi ». Et donc, c'était vraiment une jeune fille à l'époque qui vendait ses créations sur une page Facebook. Aujourd'hui, Nanawax, c'est beaucoup plus que ça parce qu'elle a pu exporter sa marque, ses créations au-delà du Bénin. D'ailleurs, je pense que le Bénin est un pays où il y a le moins de consommateurs de Nanawax. Mais finalement, Maureen Haïté, à la base, elle n'a pas fait des études dans la technologie. Elle n'avait pas de développeur à sa disposition. C'est comment elle a utilisé le pouvoir du digital pour finalement vendre ses créations et travailler toute une marque, un branding pour pouvoir exporter et faire du business. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est Karel, les gourmandises de Karel. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle est béninoise, elle habite à Dakar. Et elle a toute une chaîne YouTube sur... en fait, sa passion, c'est la cuisine. Mais du coup, elle a décidé de transmettre sa passion pour la cuisine via des vidéos. Et donc, on a des vidéos qui ont 300 000 vues, 500 000 vues. Parce que finalement, elle a réussi à travailler son produit, qui est comment je fais des vidéos courtes, mais qui vont être souvent regardées à travers ma passion. Et pareil, elle n'a pas de compétences dans le digital, mais elle a utilisé le pouvoir du digital, YouTube, qui est un réseau complètement gratuit, pour pouvoir se lancer. Et c'est vraiment, moi, ce que ça m'inspire quand j'ai entendu, par exemple, les projets des uns et des autres, c'est que finalement, il y a peut-être plein de Karel, il y a plein de Maureen Haïté, il y a plein de gens qui travaillent dans le textile, il y a plein de gens qui travaillent dans la cuisine, il y a plein de femmes qui travaillent aussi dans l'agroalimentaire. Comment on arrive en fait à se différencier? Et ça, le digital, bien sûr, ça va être un atout, mais c'est juste un moyen en soi. Le plus important aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, avant même de penser le digital, c'est comment on se positionne et comment on fait qu'on est aussi singulier avec sa marque. Je pense qu'on a parlé tout à l'heure, j'ai entendu Krusty, Fumi Food comme marque. Qu'est-ce que j'ai de différent de mon voisin? Et ça peut être par la qualité des produits, mais avant que les gens viennent goûter vos produits, il faut d'abord les attirer à vous. Qu'est-ce qui vous rend différent? Comment, en fait, finalement, dans votre esprit, dans votre emballage, dans votre univers, moi, j'ai envie d'aller découvrir Krusty. Parce que bien sûr, vous allez pouvoir tourner et aller me présenter, me faire une dégustation. Mais si je ne viens pas à cet événement, je ne vais pas vous découvrir. Donc comment on va utiliser le pouvoir du digital aujourd'hui
pour du coup transmettre ça. Mais le digital, ce n'est pas que ça, c'est aussi toute la partie marketing. Et là-dessus, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un bac+5 en marketing. Je pense qu'il y a plein de formations, plein de choses. Je disais tout à l'heure aux organisateurs que j'aurais bien aimé faire un petit workshop, mais qu'on organisera plus tard, sur aller vraiment sur chacune de vos marques et essayer de voir quel plan stratégique on pourrait mettre en place, comment on utilise le digital sur chacune de vos marques pour finalement amener une valeur différenciante. Parce que comme je vous disais, des Maureen et des Karel, il y en a beaucoup. Mais elles, ce qu'elles ont compris, c'est comment finalement créer un univers qui soit propre à elles-mêmes. Créer un branding finalement dont on se souvient. Comment faire de l'acquisition de clients via le digital. Comment utiliser les outils et les bons canaux pour finalement vendre plus. Et tout ça, encore une fois, on n'a pas besoin de faire Epitech pour apprendre tout ça. Donc voilà, donc ça c'était vraiment les petits points que je voulais faire passer. Je voulais aussi, là du coup, m'éloigner un peu du sujet du digital et vous donner peut-être des learnings que moi j'ai pu aussi apprendre en tant qu'entrepreneur, ce qui m'a un peu fait défaut aussi dans mon parcours et que sur le tard j'ai dû apprendre et en fait je vois que ça a aussi beaucoup changé dans les aspects. La première des choses, c'est que nous les femmes, on est souvent très centrées sur notre produit et pas assez sur les chiffres. Sauf que finalement, pourquoi un investisseur demain va parier sur nous, c'est qu'on a des chiffres à l'appui. C'est qui tes clients? C'est quoi ton coût de revient? C'est quoi ta marge que tu vas dégager? Quel est le nombre de clients que tu as exactement aujourd'hui? Les métriques. Et on n'est pas encore assez câblé sur la partie chiffres. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je retiens aujourd'hui. Et j'ai mis plusieurs années, du coup, à vraiment construire ça, parce que moi, je parlais toujours, voilà, avec les yeux qui brillent, les étoiles dans les yeux. Voilà, j'adore ce que je fais, ma passion. Mais finalement, entre nous, les banquiers et les investisseurs, que votre business il soit sexy ou pas sexy, ce qui est important pour eux, c'est quoi les chiffres? C'est quoi votre marché aujourd'hui? C'est quoi votre taille de marché? Comment vous allez vous prendre pour aller chercher tel client? Combien de clients vous allez aller chercher demain? Okay. Donc c'est très bien de vendre son produit et d'avoir beaucoup de passion. C'est encore mieux de mettre les chiffres. Ensuite, quelque chose où pour moi ça n'a pas été facile, et même si vous avez l'impression que je suis là devant vous, c'est la prise de parole en public. Je suis quelqu'un de très timide à la base. Je déteste les photos, les vidéos. C'est pas du tout un exercice qui est facile pour moi. J'ai dû vraiment me faire violence. Et finalement, par exemple, rien que cette semaine, je suis invitée sur 3 panels différents. Donc aujourd'hui, c'est devenu mon quotidien. Mais ça a été quelque chose de très difficile. Je me cachais toujours derrière les autres, même encore mes collaborateurs. Dès que je peux envoyer quelqu'un d'autre à la place de moi, je le fais. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est qu'on n'a pas le choix quand on est entrepreneur. Il faut réussir à se mettre en avant. Et ce n'est pas forcément nous-mêmes en tant que personne. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire passer, mes idées, ma passion, mes projets. Et ça, il y a plein de manières de le faire. Ça peut être aussi à travers des réseaux sociaux comme LinkedIn, qu'effectivement venir intervenir aussi pour pouvoir aussi transmettre. Mais ça, c'est quelque chose aussi qui se travaille, qui se prépare. Et peu importe notre degré de timidité, on peut le faire. Parce que quand on est passionné, ce n'est pas une barrière en fait, qui va nous contraindre. Autre chose aussi, j'aimerais demander peut-être qui a déjà utilisé un outil d'intelligence artificielle ici. Ok, 2 personnes. 3. Ok, très peu. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, quand je demande autour de moi, c'est toujours les hommes qui l'utilisent. Nous, les femmes, on arrive à voir, on comprend ce que c'est, plus ou moins, mais ça veut dire que souvent, on regarde de loin ce qui se passe. Quand on parle de digital, l'intelligence artificielle aujourd'hui, encore une fois, ce n'est pas réservé qu'à des experts. Aujourd'hui, c'est à notre portée en tant qu'entrepreneur. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet de faire des vidéos promotionnelles en 2 minutes, gratuitement. Ça nous permet de faire des sites web sans avoir besoin de payer des développeurs. Ça nous permet de créer des rapports en 2 pages. Ça vous permet de faire des stratégies marketing. C'est plus qu'un outil, ça veut dire que c'est une nouvelle manière de penser. Et aujourd'hui, et ça aussi, on pourra voir peut-être avec les organisateurs, j'aimerais vraiment beaucoup voir comment on pourrait acculturer beaucoup plus de femmes à l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un gros mot, c'est pas
quelque chose qui fait peur et qui est réservé aux élites technologiques. C'est quelque chose aujourd'hui qui est à la portée de tout le monde. Et il n'y a pas de raison que vous, en tant que femme, peu importe votre background, peu importe d'où vous venez, vous ne vous saisisiez pas de ces outils. Donc ça, c'est vraiment le message aussi que je voulais véhiculer. C'est que ne nous mettons pas de limites aussi à nos compétences. Ok, je suis dans le domaine agroalimentaire. Aujourd'hui, je travaille sur... je reprends l'exemple de Krusty. Mais finalement, comment je peux me différencier par mon positionnement marketing? Comment je mets en avant et j'utilise les canaux digitaux pour promouvoir mon entreprise, acquérir des clients? Comment j'utilise l'intelligence artificielle pour aller beaucoup plus vite dans ce que je fais, pour devenir beaucoup plus intelligent? Et tout ça, je pense qu'en fait, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre le pli très rapidement pour justement avoir toujours cette longueur d'avance. Parce que le digital, il ne nous attend pas. C'est toujours plus loin. Aujourd'hui, on parle de l'IA. L'année prochaine, vous verrez, on parlera encore d'une autre technologie. Et chaque année, ça sera comme ça. Donc c'est comment on devient ce que j'appelle moi tech savvy. C'est-à-dire que c'est pas forcément, on n'est pas dans l'expertise, mais on est dans la curiosité. Comprendre ce qui se passe, sentir les tendances, aller voir des experts, lire sur le sujet, se former. Et je ne parle pas de formation, encore une fois, de faire un master. Je parle de quelques outils qu'on peut s'approprier très rapidement pour en fait, ramener du pouvoir dans son entreprise et dans sa vie de tous les jours. Voilà. J'essaie d'être très courte. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et je serai ravie de pouvoir échanger avec chacune de vous. Merci beaucoup.